Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission de Top Sport avec moi, trois consultants. Philippe Van de Waal qui répond toujours présent chaque lundi. Bonjour Philippe. Bonjour. Et en face de lui, Julien de Noël et Bruno Govers. Bonjour messieurs. Bonjour. Et Bruno, on va commencer avec toi. Qui est ton homme du week-end de cette dernière journée de Pro League? Mon homme du week-end, ce sera Keisuke Goto, le nouvel attaquant d'Anderlecht. Enfin, nouveau, non, parce qu'il est là depuis quelques mois, mais il avait toujours joué avec les futurs. Et bon, comme en tant que remplaçant de Dolberg, Vasquez a quand même montré quelques limites ces derniers temps, Hubert a décidé de jouer la carte de ce jeune gars, qui a fait quelques bonnes choses, qui a fait encore quelques maladresses aussi, qui a été un peu, je veux dire, étonné par la manière dont il était marqué à la culotte. Mais en tout cas, il marque un but vraiment de buteur. Et puis, il y a eu quelques remises intéressantes. Donc, je trouve que pour une première, c'est pas mal. Mérite d'avoir sa chance, comme peut-être Lapage, le petit-fils de Paul Van Imst, méritait d'avoir sa chance quand Zanka passait régulièrement à travers. Une première encourageante, et Dolberg ne sera peut-être toujours pas là contre Offenheim jeudi, donc qui sait, peut-être qu'on va le revoir en Europa League. Julien, qui est ton homme du week-end en Pro League? Mon homme du week-end, c'est Corporation, c'est les arbitres, parce qu'on a vu en D1 ici le match entre Charleroi et le cercle d'Anna Heymans qui fait un coup de coude volontaire sur Christian Ravish. Et rien, pas d'exclusion, le VAR qui n'intervient pas. Ravish qui a une fracture du nez, fracture de la pommette, ou de l'arcade sourcilière, je ne sais plus exactement, mais enfin double fracture. Et c'est incompréhensible que le VAR n'intervienne pas là-dessus. Et au-delà de ça, comme moi je suis pas mal la Challenger Pro League, le niveau de l'arbitrage à ce niveau en Division 2 est catastrophique. On a vu contre Molenbeek un goal annulé pour hors-jeu, et quand on voit au ralenti, les joueurs sont 1 mètre derrière les défenseurs. On ne comprend pas. Et ça arrive chaque semaine qu'il y a des erreurs comme ça d'interprétation qui sont incompréhensibles à ce niveau-là, quoi. On passe de l'autre côté de la table avec toi, Phil. Comme d'habitude, pas ton homme du week-end, mais ton gardien du week-end, c'est qui? C'est difficile ce week-end-ci, car il n'y avait quand même pas de super grandes prestations décisives, je vais dire. Mais malgré tout, j'ai trouvé que Pirard de Courtrai a fait un bon, presque très bon match à Bruges. Évidemment, il avait beaucoup de boulot, il a su se mettre en évidence, ce qui n'est pas toujours évident à Bruges. Et puis, Kiekenborg aussi d'Anderlecht, que je ne connais pas trop, mais qui malgré tout m'a montré depuis le début du match une assurance assez convaincante avec, comme on dit, 4-1, mais ça aurait pu changer à un moment donné. Il a eu 2-3 interventions décisives. Et pour terminer, l'homme que je cite presque chaque semaine, Tobbe Leijsen de OHL. Mais je donne quand même la plume du week-end à Pirard de Courtrai. On va rester avec toi, Phil, et on va, avant de détailler tous les sujets en Pro League, il y en a beaucoup entre Anderlecht, l'Union, Bruges, ou encore le Standard et le Soulier d'Or. On va revenir au sujet le plus chaud de la fin de semaine dernière, la nomination de Rudy Garcia à la tête des Diables Rouges. Une première question, assez simple pour toi, Phil. Rudy Garcia, c'est le bon choix? Très tôt pour le dire, évidemment. Je suis malgré tout assez sceptique, parce que pour moi, pour l'équipe nationale belge, le successeur, pour moi, il y en avait 2 qui étaient au-dessus du lot, je vais dire, 2 Belges, dans le nom de Michel Prudhomme et Hein van Azenbroek. Je trouvais un des 2 le profil idéal, aussi bien technico-tactique, je veux dire, qu'au point de vue expérience d'entraîneur, résultats qu'ils ont déjà fait et connaissance du groupe surtout. Donc je ne vois pas toujours, et je reste toujours sur ma même définition, il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que tu as chez toi. Et je pensais qu'on aurait peut-être pu faire, qui devait le faire, je ne sais pas exactement, mais plus d'efforts pour essayer malgré tout d'attirer un de ces 2 gaillards-là. Jackie Matthijssen, l'ancien entraîneur des U21 belges, a justement poussé un coup de gueule dans les médias ce week-end en disant que c'était, il n'a pas utilisé le mot scandale, mais en tout cas qu'il était très en colère parce que ce n'était pas un sélectionneur belge qui a repris les Diables Rouges. Julien, est-ce que tu es d'accord avec Jackie Matthijssen? Il fallait un Belge à la tête de la Belgique? Non, pas spécialement. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas forcément un sélectionneur national qui soit du pays. On pense par exemple au Portugal où c'est Martinez qui est un Espagnol. Donc même des grandes nations peuvent avoir des sélectionneurs qui sont d'une différente nationalité.
Et pour revenir sur les deux Belges dont tu parles, Prudhomme, lui, je pense qu'il n'a plus envie, en fait, simplement de s'appliquer dans le football au quotidien et même comme sélection nationale. Et Van Azebroek, oui, ça aurait pu, mais est-ce qu'on a fait assez pour essayer de les convaincre? C'est ça un peu ma question. Ouais, mais je ne suis même pas certain que Prudhomme, par exemple, était un bon choix parce que, au niveau de sa motivation, on voyait même à la fin au Standard qu'il n'y avait plus le feu sacré. Et donc, je ne suis pas certain que, peut-être il y a 10 ans, chez les Diables, ça aurait été la bonne personne, mais là, maintenant, je ne pense plus. Et Van Azebroek, moi, je le mets dans une balance un peu comme la même chose que Rudy Garcia. Donc, oui, on aurait pu, mais voilà. Ce qu'il voulait aussi, ce qu'il s'est proposé, ce qu'on a été le chercher, c'est un peu la question. Et Rudy Garcia, c'est un Français, donc la barrière de la langue n'est pas là déjà, pour une partie en tout cas des joueurs. Et voilà, 14 mois sans entraîner. C'est un coach qui a montré de bonnes choses dans les clubs où il est passé en général, sauf peut-être sur la fin au Napoli où ça n'a pas collé. Donc voilà, faudra attendre de voir. Je reste sceptique aussi parce que c'est jamais un entraîneur qui m'a convaincu pleinement. Mais voilà, première expérience en sélection nationale, donc on verra un peu avec les matchs contre l'Ukraine ce que ça peut donner. Bruno, il y a pas mal de noms qui ont circulé. Il y a même le nom de Zinedine Zidane qui a circulé un temps, celui de Lopetegui, celui de Thierry Henry aussi, finalement, c'est Rudy Garcia. C'est le bon choix pour toi? Écoute, moi je suis étonné, je suis interpellé par toutes les questions qui se sont posées quant au bien fondé de ce choix. Le gars, il n'a pas encore commencé que déjà, dans une certaine presse, on se demande si franchement il a la carrure, si c'est le bon choix. Écoute, excuse-moi, mais tu as réalisé le doublé Coupe Championnat avec Lille. C'est comme si Genk était champion, quoi. Ou réaliser le doublé. T'es quand même passé par Lyon, par l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est le hasard qui veut ça, mais je me trouvais à Bilbao le jour d'un match d'Europa League entre Bilbao et l'Olympique de Marseille. Le coach de Marseille, c'était Rudy Garcia. Et ce que j'ai vu de Marseille à l'Olympique de Bilbao, cette victoire 1-2, elle me restera toujours dans la mémoire. Parce qu'elle est s'imposer, comme ils l'ont fait, devant 50 000 personnes, des Basques. Je veux te dire, ça met de l'ambiance, hein. Ce qu'il a montré ce jour-là, avec Payet dans un rôle extraordinaire, moi je dis chapeau. Donc, au niveau du curriculum vitae, moi je ne me poserai déjà pas de questions, même si la fin est peut-être un peu en catimini. Mais de là à dire directement, oui, franchement, est-ce que c'est le bon choix, etc. Il n'a pas encore commencé, que déjà. Alors, de la part de Mathiasen, excuse-moi, je peux comprendre qu'on veuille défendre ses couleurs, les Belges, etc. Écoute, s'il y a des questions concernant Rudy Garcia, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas eu davantage encore concernant Tedesco. Julien, Bruno le dit, et c'est peut-être ça la grande arme de Rudy Garcia, c'est son expérience et aussi sa gestion des stars. On sait qu'il est passé par de grands clubs, par Naples, on l'a dit, par Marseille. Il a aussi entraîné Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu penses que, vu le nombre d'égos qu'il y a dans l'équipe nationale belge, finalement, pour ça, c'est peut-être un bon choix? Oui, je pense que, comme tu disais, certains se questionnaient sur sa carrure pour entraîner l'équipe nationale belge. Quand on a entraîné Marseille ou la Roma ou le Napoli, niveau ambiance de stade, je crois que la Belgique, à côté de ça, c'est rien du tout. Donc, ça va être facile pour lui. Et au niveau des égos de stars, oui, clairement, il a entraîné des vestiaires qui n'étaient pas toujours faciles, avec des égos impressionnants à Marseille notamment, au Napoli. Donc oui, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un coach qui est idéal. Moi, là où j'ai quelques petites réserves peut-être, voilà, c'est comme pour tout coach, c'est au niveau tactique. Est-ce que son style va correspondre aux joueurs à disposition? Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que la mayonnaise va prendre? Voilà, ça après, c'est comme tout coach. Et ici, peut-être plus particulièrement, comme il n'a pas entraîné depuis plus d'un an. Quoi. Dernière question pour toi sur ce sujet, Phil. Quand on parle des Diables Rouges, on parle évidemment du cas Thibaut Courtois. Est-ce que pour toi, ça doit vraiment être la tâche numéro 1 pour Rudy Garcia, c'est d'aller rechercher Thibaut Courtois? Tu es pour le retour de Courtois dans les cages des Diables? Une des tâches populaires, je veux dire, quand on se rend compte de tout ce qu'on a lu ces derniers mois, je ne vais pas dire années, mais ces derniers mois à propos de Courtois, je pense que c'est devenu une priorité de faire revenir Thibaut. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus, et je le mettrai simplement entre parenthèses, c'est que les autres ont fait, les autres gardiens, aussi bien Castells que Mats Sels, qui n'a pas beaucoup joué, mais qui malgré tout joue à un très haut niveau en Première Ligue. Il ne faut pas oublier ces deux-là non plus. Thibaut est si pas le meilleur gardien du monde, je pense que tout le monde est d'accord,
Mais il faut essayer de le rapatrier tout en gardant l'église au milieu du village, je pense. On quitte les Diables Rouges et on rejoint la Pro League avec Anderlecht qui s'est bien rattrapé après sa défaite européenne à Pilsen en battant Malines. Bruno, tu étais au match. Est-ce que le Sporting t'a convaincu? Non. Ils m'ont pas convaincu parce que, oui, on s'enthousiasme parce que c'est 4 ans. La vérité se trouve au Marquois, mais c'est pas du tout la vérité. En fait, Malines aurait pu mener 0-1. Malines aurait pu revenir à 2-2. Malines a gâché quelques occasions. Et bon, le Kiekenborg, il a fait le match qu'il fallait. Donc, mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est le début de deuxième mi-temps, ces 20 premières minutes où Anderlecht est à la maison et ne touche pas le cuir. Enfin, c'est une équipe de Malines. Alors là, tu te dis, si Offenheim fait la même chose, c'est pas pendant 20 minutes, ça va peut-être être 45 minutes. Et moi, c'est ça qui m'interpelle un peu côté Anderlechtois, c'est cette versatilité. Ici, franchement, ils ont abordé le match non plus, je veux dire, avec le petit brin d'herbe dans la bouche, mais carrément la volonté d'y aller. Et là, tu te dis, bon, s'ils avaient fait ça lors de leur match européen, ils n'auraient pas été malmenés comme ça. Mais en fait, ça devrait être quelque chose qui revient tout le temps. Et donc, tu vois ça en début de première mi-temps. Ils prennent vraiment Malines à la gorge. Et en deuxième mi-temps, tu retombes déjà dans l'intervalle. Et c'est ce côté-là, moi, qui me fait peur un peu pour eux aussi en Coupe d'Europe. C'est cette faculté de montrer deux visages complètement différents. Alors, bon, ici, tu as la chance que finalement, ça ne porte pas à conséquence. Donc, Malines n'a marqué qu'un but. Mais tu te dis, face à un adversaire un peu plus épais, ça peut être vraiment beaucoup plus sévère. Ouais, Julien, un des hommes qui s'est montré, c'est Jari Verskaren qui a un pied dans les 4 buts. Est-ce que pour toi, ça reste un grand talent de notre championnat ou, vu sa saison, voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire des énormes choses à Anderlecht d'ici la fin de saison? Le problème de Verskaren, je trouve, c'est un peu son inconstance. Il peut être très bon un match, 2 matchs, 3 matchs, et puis totalement disparaître pendant 2-3 matchs aussi. Donc c'est assez compliqué de porter un jugement sur ce qu'il peut apporter sur la suite de la saison sur base d'un seul match ici. Je pense qu'il va encore apporter des choses, c'est sûr et certain, mais peut-être pas à tous les matchs, quoi. Donc ça reste un joueur important dans un effectif, mais au niveau talent, il y a toujours un peu ce côté espoir qui reste alors qu'il n'a plus 18 ans, quoi. Donc moi, son cas me fait un peu songer à Sieberskrevers, quand il était à Genk. Sieberskrevers, c'était vraiment un magnifique joueur. Le talent. Vraiment le grand talent. Et tu te dis, bon, ok, il est vraiment parti pour. Et puis, il y a eu cette concurrence, il y a eu Pozuelo à un moment donné. Et à mesure que d'autres grandissaient, tu as l'impression que lui, il rentrait dans le rang. Et maintenant, tu le retrouves à OHL. Et vraiment, il donne la pleine mesure. Mais je me demande, Jari, c'est 23 ans. Encore une fois, et je rejoins ici les commentaires qui ont été faits, c'est un peu tout ou rien. Tout ou rien. Et trop souvent, c'est rien, malheureusement. C'est un peu à l'image de l'équipe, comme tu disais tout à l'heure. Vraiment, en dents de scie, les prestations d'Anderlecht au point de vue équipe, et tu peux mettre Jari là-bas un peu comme pour drapeau. Ici, dans les 20 premières minutes les 20 minutes de Malines en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, Jari, tu ne le vois pas. Il est aux abonnés absents. Et tu te dis, il doit bien y avoir quelqu'un dans cette équipe qui mette de l'ordre. Et j'ai dit, un numéro 10, c'est quand même le premier dont on attend quelque chose, etc. Et finalement, il a fallu attendre l'entrée au jeu de Stroikens pour qu'ils disent, allez les gars, on met le pied sur le ballon. Et bon, ça a bien réagi, mais c'est quand même une arme à double tranchant. Il a peut-être la capacité quand même d'arriver à être là au bon endroit, au bon moment, ce qui fait qu'il a les stats. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, sur un match, il n'est pas toujours constant. Il n'y a pas une constance de 90 minutes. Phil, on a parlé de la bonne prestation de Kiekenborg, qui remplaçait Colin Kozemans, qui s'est blessé. Kozemans qui n'a pas retrouvé son ancienne équipe de Malines. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler ce week-end. Kozemans qui a donné une interview et qui est revenu sur ce qui se serait passé quand il était à Malines, et c'était toi, l'entraîneur des gardiens. Exactement. À ce moment-là. Il y a eu quelques mots forts qui ont été avancés. Il s'est dit harcelé. Il t'a traité de menteur, je pense. Voilà. On te donne la parole. Qu'est-ce que tu voudrais dire sur ces propos-là et sur cette affaire, entre guillemets. Tu dis déjà très bien ce qui s'est soi-disant dit.
Donc moi, j'étais entraîneur des gardiens à ce moment-là à Malines. Les gardiens étaient Jean-François Gillet, Anthony Maurice et Colin Kozemans. Sincèrement, j'ai sursauté quand Enfin, c'était un pote qui m'a envoyé l'article. Et j'ai dit, oh, me voilà harceleur, menteur. Je dis, c'est quand même du lourd, quoi. Mais heureusement que je sais ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé. Donc, je suis bien dans mes pompes, la tête sur les épaules. Bon, maintenant, il est clair que ça fait mal quand tu lis ça. Mais quand tu reçois un message, un texto de l'entraîneur de l'époque qui était Alexandre Jankovic de Malines, avec qui on travaillait évidemment dans le staff, et qui me dit t'as vu cet article, c'est quoi ces conneries, c'est honteux, c'est dégueulasse, pourquoi ressortir des trucs comme ça maintenant? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Et crois-moi, sur la tête de mes filles, je me mets très haut au-dessus de tout ces mensonges, on va le dire comme c'est. Voilà, au moins on a eu ton son de cloche sur le sujet. Kozemans qui pourrait ne pas être prêt pour jouer le match européen contre Hoffenheim à domicile jeudi. Julien, Hoffenheim n'a gagné qu'un seul match en Europa League cette saison. Est-ce que pour toi, la qualification, la présence dans le top 8, elle est dans la poche pour Anderlecht? C'est toujours le problème, c'est se dire qu'un adversaire est cuit et puis on le prend par-dessus la jambe et on se fait avoir. Donc Anderlecht devra prendre le match avec beaucoup de sérieux, essayer d'arriver à avoir une avance correcte dans le match pour après gérer. Mais oui, Hoffenheim n'a pas fait une grande saison européenne, ne fait pas une grande saison en championnat. Est-ce qu'ils vont chercher à se cramer en Europa League alors qu'ils ont des échéances importantes en championnat? J'ai pas l'impression, donc je pense pas que Hoffenheim va jouer un match à fond, d'autant qu'ils sont éliminés. Donc Anderlecht a une grande chance, ils doivent la saisir, mais il ne faut pas qu'ils prennent le match par-dessus la jambe. Bruno, on passe à l'autre club bruxellois, l'Union Saint-Gilloise qui s'est baladé contre le Beerschot, une victoire 0-4 qui a été facilitée par l'exclusion d'un Anversois en première mi-temps. Un doublé d'Ivanovic. Alors une question pour toi, Bruno. L'Union a vu beaucoup d'attaquants ces dernières années, Victor Boniface, Dante Van Zer, Denis Sundav. Est-ce que Franjo Ivanovic n'est pas l'attaquant le plus complet de l'Union sur ces dernières années? Moi, je le garde quand même un faible pour Boniface. Je trouve qu'il avait quelque chose de félin en plus, même si Ivanovic, la qualité des buts, parfois, franchement, il fait preuve de... Enfin, il a le nez creux, manifestement, pour marquer des buts. Et c'est vrai que, oui, il est peut-être le plus complet. Mais à propos de l'Union, qui vraiment est devant Anderlecht maintenant, alors qu'en début de saison, on se posait des questions. Tu sais, moi, ce qui m'a franchement interpellé jeudi passé, puisque j'ai vu les deux matchs à la télé, c'est l'apathie anderlechtoise d'un côté et la gourmandise de l'Union de l'autre. Quand tu vois jouer l'Union, écoute, l'adversaire, il n'a pas une seconde de répit. Mais pas une seconde, c'est vraiment harcelé. Sorry Philippe. Harcelé du début à la fin. Et si tu veux montrer comment le football doit être joué, si tu veux montrer à Anderlecht ce qu'est vraiment l'agnac, ben tu montres ce match-là. Phil, pour revenir à Franjo Ivanovic, il a marqué de la tête, il a marqué du droit, il s'est marqué du gauche, en 1-2 touches de balle, peu importe. Pour un gardien, comment est-ce qu'on défend par rapport à ce genre d'attaquant? C'est imprévisible. Hein. Déjà, tu dois compter sur un marquage, je vais dire, assez strict de tes défenseurs une fois qu'ils rentrent dans la zone de la vérité. C'est déjà ça. Donc, beaucoup de communication en tant que gardien avec tes défenseurs. Et alors, toujours, ne pas trop vite anticiper, parce que c'est un gars qui sait camoufler ses frappes, qui sait camoufler les têtes, etc. Donc, essayer d'analyser ses mouvements en dernière instance. Ça, c'est une qualité primordiale pour un gardien. Julien, c'est les Rangers pour l'Union là-bas, dans une grosse ambiance. Est-ce que finalement, l'Union peut se dire on n'a rien à perdre, on est de toute façon qualifié pour les barrages et on va aller jouer le match, peu importe le résultat finalement? Oui, clairement, ils doivent y aller sans aucune pression. Ils ont fait un très mauvais début d'Europa League, l'Union, et donc ici, être où ils sont maintenant, finalement, aller aux Rangers, c'est zéro pression. Ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Et c'est, je pense, quand c'est comme ça que l'Union est encore le meilleur. Le club de Bruges a perdu des points contre Courtrai. Le club de Bruges qui a calé en championnat avant de se déplacer à Manchester City. Hans Van Aken était absent. Est-ce que, Phil, on peut parler d'une Van Aken dépendance à Bruges? Presque. Encore que. Je peux
je vais pas toujours dire que ouais, c'est parce qu'ils avaient déjà Man City en tête, etc. Mais dans ce cas-ci, j'étais au stade donc, pour le match de la semaine. Maintenant, c'est possible. Man City qui est devant la porte, Van Aken qui n'était pas sur le terrain, ça fait peut-être un peu beaucoup. Encore que chapeau à Courtrai qui ont défendu d'une façon exemplaire. D'un autre côté, j'ai lu encore ce matin dans nos confrères de Laatste Nieuws qui disaient quand tu as l'habitude d'aller à la Tomorrowland tous les ans, tu t'emmerdes un peu quand tu vas à une fancy fair de village. Je ne vais pas comparer le match que c'était une fancy fair de village contre Courtrai, mais je peux m'imaginer qu'ils étaient déjà avec un pas sur le terrain de Guardiola. Ouais, Bruno, justement, c'est un sujet qui revient souvent, peut-être un sujet un peu bateau, mais ça n'empêche. Est-ce que voilà, les joueurs ont la même motivation pour accueillir Courtrai ou se déplacer à Manchester City ou en tout cas, ils doivent avoir la même. Ils devraient, ouais. Ils devraient avoir. Enfin, c'est dommage que Bertrand ne soit pas là. On pourrait poser la question parce que côté Anderlecht, c'était franchement flagrant. Hein, donc, des matchs qui étaient pris un peu par-dessus la jambe, quoi. C'est pas la viande de Bruges en plus, hein, c'est ça le problème. Bruges n'a pas l'habitude de mettre des petits matchs, entre guillemets, des petits matchs comme ça sur le côté. Mais je peux quand même imaginer que chez toi contre Courtrai, c'est pas une question d'envie. C'est plutôt de dire, ça va aller. Si on mais moi, je reste persuadé qu'avec Van Aken sur le terrain, Bruges gagne. Parce que, pour moi, à Bruges, tous les joueurs sont interchangeables, mais peut-être pas lui. C'est vrai. Peut-être pas lui. Julien, Bruges qui reste sur une série de matchs sans défaite assez impressionnante. Manchester City qui a gagné contre Chelsea, mais qui n'est pas dans la forme de sa vie. Est-ce que finalement, c'est peut-être le meilleur moment pour les affronter ? Je pense, parce que j'ai regardé le match contre le PSG et Manchester City, c'était méconnaissable. Kevin De Bruyne a été transparent pendant 70 minutes avant de sortir dans l'anonymat complet. Et les 2 goals que City met, c'est des goals vraiment avec beaucoup de chance, quoi. C'est le ballon qui rebondit un peu dans tous les sens et ça rentre. Et que le PSG, sans faire un grand match, mais en mettant beaucoup d'envie, a complètement étouffé City. Et c'est ce que Bruges va devoir faire, c'est mettre de l'envie, mettre du rythme, aller les chercher haut et ne pas avoir peur, en fait. Et si tu fais ça, tu les bouscules parce qu'ils vont se dire, oh là, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas l'habitude de ça. Et c'est à chaque fois les matchs où ils ont été pris, je pense aussi contre le Sporting Portugal. Sporting Portugal qui était mené, puis qui en deuxième mi-temps revient avec une envie monstrueuse et roule sur City, quoi. Donc je pense que si Bruges va à City en se disant on n'a rien à perdre, tout à gagner et allons-y, on verra. Tant qu'on perd pas, c'est bien, un match nul c'est bien. Plus tu vas attaquer, moins tu auras City proche de ton but. Et donc je pense que Bruges a une chance. On finit notre tour de Pro League en passant par le Standard qui a gagné face à Dender. C'est la belle performance du week-end. Phil, un but sur penalty d'Andy Zekiri, d'une belle panenka. Est-ce que pour toi, Zekiri, c'est la meilleure arrivée du Standard ces dernières années ? Ça se reflète comme ça les dernières semaines. Tu vois que c'est un élément décideur de l'équipe. Et alors, mais moi, ce que j'aime bien au Standard ces dernières semaines, c'est cette positivité que l'Echo a quand même réussi à infliger à cette équipe. On dirait qu'il leur donne des piqûres de niaque, comme on dit souvent. Ça, ils les ont au Standard. Et on voit aussi pas tellement la façon d'attaquer technique. Non, la façon dont ils défendent aussi. C'est en bloc. C'est plus quelques individus plic-ploc. C'est en bloc. C'est une équipe qui descend, qui monte, qui font la différence. Et quand tu vois comment ils se réjouissent quand ils ont un but, aussi bien l'entraîneur que le staff, que tout le banc, que le stade, le Standard est tout compte fait où ils doivent être. Bruno, le Standard est à la 6e place. Qu'est-ce qui fera la différence pour cette dernière place de top 6? On a l'impression que les 5 premières équipes seront dans les Champions Playoffs. Qu'est-ce qui va faire la différence pour le Standard? Mais je l'ai déjà dit, hein, pour les 2 premières, bon, là, il n'y a pas photo. Il y a Bruges et Genk, et puis tu mets dans un mouchoir ou dans un panier les 4 équipes qui suivent, plus encore 2 autres, parce qu'en fait, tout est fort regroupé. Moi, je dirais la forme du moment. La forme du moment, tout simplement. La gestion. Oui, la gestion aussi. Maintenant, à propos du Standard, moi, je trouve que ce que fait l'Echo, c'est quand même extraordinaire, parce que s'il y a une équipe qui réussit au-delà des espérances, c'est quand même le Standard. De loin. Quand j'ai vu le Standard jouer à Anderlecht, je me suis dit, mon Dieu, où sont les neiges d'antan, quoi. Et finalement, tu es là quelques semaines plus tard, ils sont dans le top 6, de justesse, mais je veux dire,
on parle parfois de score Arsenal, ça va peut-être devenir maintenant le score standard, hein, parce que c'est vraiment le minimum. Hein, c'est 1-0, c'est 0-1. Mais voilà, c'est chaque fois 3 points. Et comme tu dis, Philippe, dans la gestion, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois quand tu voyais les images d'après-match contre Dender, ça dit tout. Dender, c'est quand même... c'est un montant, c'est pas un foudre de guerre non plus, même si ils réussissent très bien aussi. Mais tu vois cette espèce de communion qui se fait, et là tu te dis, il y a vraiment plus qu'un 12e homme, c'est un 12e, un 13e homme. Puis entre nous, de toute façon, il faut pas... Allez, c'est un secret de polichinelle. Je trouve que le Standard devrait néanmoins être chaque année, après leur statut, le club emblématique qu'ils ont toujours été, dans le top 6, au même prix qu'Anderlecht, que Bruges et que Genk. Ça devrait être tout compte fait toujours les le G6 devrait voilà, le être le G6. même, Et maintenant que le Standard est là, tout le monde est surpris, dit mais non, il le mérite d'être là pour le moment, et espérons qu'il le reste. Pour toi, c'est une surprise, Julien, cette place, cette 6e place actuelle du Standard? Quand on voyait les qualités intrinsèques du noyau en début de saison, oui, ça reste une surprise, mais la force de l'équipe, je trouve, c'est d'avoir réussi à faire de beaucoup de joueurs moyens, voire moyens bas, une force, un groupe qui est hyper homogène. Quand on pense à la défense, c'est 3 joueurs, Dirks, Otekit et Lawrence, qui l'année passée jouaient avec le SL16, qui a été relégué en Division 2. Et ils tiennent la baraque ici en Division 1. Donc je pense, comme tu disais, ils défendent en bloc, etc. Et c'est vraiment le changement de début de saison. C'est le Standard, le Standard, quoi. C'est pas Zekiri, c'est pas Fossi, c'est pas... c'est vraiment homogène, un bloc. Et c'est ça qui fait sa force, c'est le collectif, quoi. C'est pas une somme d'individualité, c'est vraiment un collectif entier. Il est presque devenu l'écho. Il est passé de entraîneur à rassembleur. Oui. Quand on voit l'année passée, quand il a commencé, il était hyper vindicatif sur ses joueurs, il n'hésitait pas à les critiquer en conférence de presse, à être hyper sanguin, à les descendre littéralement. Même encore au début de saison, hein, c'était pas... Mais peut-être qu'il a fallu ça pour obtenir ce que tu as maintenant. Ça aussi, remettre un peu les idées en place, remettre les joueurs à leur place. Et ici, maintenant, on voit que comme il a un groupe, il le protège. Absolument. Et c'est comme beaucoup de joueurs en parlent souvent, mon club c'est une famille. Là, on a vraiment ce sentiment-là, c'est que les joueurs vont se battre les uns pour les autres comme jamais. Phil, on va descendre d'un échelon et on va aller du côté de Lokeren, où Rajan Nainggolan a signé et a mis même un très beau but ce week-end, un corner direct. Aujourd'hui, on apprend qu'il a été arrêté pour trafic international de drogue. Même si on va respecter la présomption d'innocence, on sait que Nainggolan a déjà fait pas mal de frasques dans sa carrière. Toi qui as été un ancien footballeur professionnel, comment finalement on gère ce genre de joueur qui peut faire des frasques un peu tout le temps? Mais c'est pas toujours évident parce qu'ils ont déjà, qu'ils le veulent ou pas, une étiquette collée sur le front à l'avance. Donc moi je l'ai connu, je l'ai côtoyé beaucoup en équipe nationale. C'est un super gentil garçon, c'est ça. Évidemment, il y en a beaucoup qui le caractérisent aussi sur son look, tatoué, boucle d'oreille, etc., etc. Mais l'habit ne fait pas toujours le moine. Hein. Mais c'est le gars aussi super sincère. Quand il avait envie de fumer sa clope, il n'allait pas derrière le coin, comme beaucoup le font. Lui, il ne le faisait pas. Et ça donne automatiquement une image négative, je veux dire, pour le sportif qu'il est. Et c'est un peu le cas maintenant. Moi, je me réjouissais vraiment, parce que tu le vois à Lokeren, dans un club un peu plus modeste, il rentre 10 minutes parce qu'il a commencé sur le banc, il met un corner direct. Tu te dis, ben voilà, ça c'est Radja, quoi. Mais malheureusement, Volks Populi va dire que maintenant, il y a ça qui sort dans la presse, trafic de cocaïne, etc. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ça c'est Radja, quoi. Donc, mais espérons que ça ne fume plus trop. On va terminer notre émission avec le gala du soulier d'or qui va très rapidement arriver. Je vais vous demander à vous trois votre gagnant. Peut-être que vous serez d'accord tous les trois sur le gagnant. Du coup, je vais vous demander aussi en seconde question qui pourrait titiller le possible gagnant, qui pourrait être Hans Van Aken. Je t'écoute, Bruno. Gagnant, ben oui, je veux dire, on le dit à toutes les sauces. Hein, donc, oui, Hans Van Aken, il est vraiment plébiscité. Il est porté en avant par pas mal de monde. Hein, donc, on te laisse même pas le choix d'avoir ton vainqueur. Même, bon, c'est mérité. Hein. Enfin, ce serait mérité, disons. Donc, il en a déjà 2. Avec 3 souliers d'or, tu entres dans une catégorie, hein, que le Mans, Van Imst, etc. Numéro 2, moi je verrais bien
sur une demi-saison à Puertas. Je pense que Van Aken, c'est la régularité tout au long de la saison. Et puis, dans le top 5, tu vas avoir des éléments, d'après moi, qui se seront distingués sur une partie de la saison. Donc, Puertas, sûrement la première partie. Peut-être quelqu'un comme Dolberg, voilà, qui est vraiment un gars de classe, etc. Donc, qui aura sûrement marqué les esprits aussi. Donc, voilà. Mais sur la régularité de janvier à décembre, là, difficile de ne pas citer Hans Van Aken. Julien, tu es d'accord avec ça? Non, absolument pas. Non, si Hans Van Aken, je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un qui peut enfiler ce soulier cette année, quelqu'un d'autre. Et pour compléter le podium, Puertas, oui, sur une demi-saison, Dolberg. Je verrais peut-être bien aussi Scovelsen aller chercher des points parce qu'il a quand même été décisif plus d'une fois, même si ses playoffs étaient assez moyens finalement. Je pense qu'on va vraiment avoir une sorte de top 3, top 2 à la limite avec Dolberg parce que Puertas va prendre des points sur une demi-saison. Puis derrière, il va vraiment y avoir un gros écart. Donc, Phil? Hans Van Aken. Je ne suis peut-être pas très original, mais surtout, et c'est comme tu dis Bruno, je trouve que régularité, et ce trophée se donne sur 2 moitiés de saison. Et puis Hans Van Aken, pourquoi? Je pense qu'on l'a vu encore ce week-end, quand on parle de régularité, il n'était pas là, Bruges se fait accrocher. Je vais même parler d'humilité en tant que professionnel. On ne l'entend jamais faire des grandes expressions, toujours très sobre, mais ô combien décisif. Donc Hans Van Aken, ce sera personne d'autre que lui, de toute façon. Et comme outsider, restons dans la régularité, en ce qui me concerne, et je reste à Bruges. Et je vais te donner le nom de Brandon Mechelen. Pourquoi? Parce que régularité, encore une fois, défenseur, toujours un peu sous-estimé, les défenseurs, c'est moins bling-bling. Mais d'un autre côté, si Toby Alderweireld a pu le gagner l'année passée avec l'Antwerp, hormis le titre, on va dire ça comme ça, pourquoi Bruges ne pourrait pas avoir un soulier d'or avec Mechelen? Et la dernière question est pour toi. Qui est le meilleur gardien? Pour toi, qui va recevoir le prix du meilleur gardien à ce gala du soulier d'or? Ça sera une surprise si je reste à Bruges, encore une fois. Je pense Simon Mignolet, avec mon copain harceleur, là, Kosemans, qui malgré tout a fait, à son grand mérite aussi, une bonne demi-saison. Je vois Mignolet, malgré qu'il y a pas mal de jeunes pousses qui commencent à montrer le bout du nez en Belgique en tant que gardien, que ce soit de Liège, en passant par Louvain, etc. Mais je pense que Mignolet est le porte-drapeau de nos gardiens à l'heure actuelle. Et on connaîtra le nom du grand gagnant du soulier d'or mardi soir prochain. Et on reparlera avant ça, lundi, à la veille du gala du soulier d'or, de la nouvelle journée de Pro League, mais aussi des matchs européens qui auront lieu cette semaine. Merci beaucoup, à la prochaine.